Stéphanie. Alors le temps qu'elle s'installe, je vais vous la présenter en deux mots. Alors je suis très content que Stéphanie vienne aujourd'hui à la commission mémoire à plusieurs titres parce que déjà on était ensemble à l'INP. L'INP c'est l'école des conservateurs, voilà. Mais c'est le hasard qui a fait les choses. Stéphanie s'est beaucoup intéressée aux questions aéronautiques, donc là elle va vous présenter l'expo qui est en cours de préparation et qui sera inaugurée l'année prochaine en février sur Paul Andreu. Alors, en plus, c'est une date anniversaire, hein, puisque 74 de 2024, c'est les 50 ans, si je ne me trompe pas en maths, de l'inauguration de CDG. Voilà. Donc, c'est bien de célébrer cette grande infrastructure aéroportuaire avec cette exposition. C'est aussi un travail remarquable de collecte d'archives, puisque c'est la veuve de Paul Andreu qui a légué les carnets de dessin du maître. Et donc c'est Stéphanie qui s'est occupée de ça et qui a donné lieu à cette exposition. Voilà. Deux petites anecdotes. La première, c'est que quand je travaillais sur Orly, Stéphanie travaillait aussi sur Orly et elle a notamment fait faire deux maquettes des hangars Fraissinet d'Orly, donc une maquette d'un hangar en construction et tu me corriges si je dis des bêtises, et une maquette des hangars finis, donc qui sont aujourd'hui présentés dans la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc ça fait écho un peu à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les infrastructures aéroportuaires. Elle rentre progressivement lentement dans le champ patrimonial et c'est une bonne chose. Et puis la deuxième anecdote, c'est quand on était à l'INP, on a eu la chance de faire un stage de chantier des collections dans un site assez incroyable, puisqu'on était à Villegénis au CFA des métiers de l'aérien. Voilà. Donc c'était peut-être prédestiné, mais on a travaillé sur une caravelle, du patrimoine de boulon, comme disait Max tout à l'heure. Stéphanie, c'est à toi. Ouais. Merci, je tiens à remercier Paul Dame pour son invitation. Je suis très touchée par cette invitation et très heureuse de pouvoir présenter ce travail. Donc l'exposition ouvrira le 13 février prochain à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. C'est une première rétrospective. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas du tout une spécialiste des avions, mais plutôt de l'architecture contemporaine. C'est une première rétrospective sur l'œuvre de Paul Andreu, qui est tout de même un des plus grands architectes français de la seconde moitié du XXe siècle, qui a été à la fois ingénieur, architecte, diplômé des polytechniques, des ponts et chaussées, de l'école des beaux-arts, qui est entré au sein de l'aéroport de Paris en 1963, qui a passé presque 40 ans, donc une carrière extraordinaire au sein de l'aéroport de Paris. Il a construit à peu près un peu moins d'une vingtaine d'aéroports, il en a conçu une cinquantaine, projet et réalisation compris. Il a eu ensuite une carrière internationale absolument exceptionnelle en Asie, un petit peu au Japon et surtout en Chine, où il a réalisé l'Opéra de Pékin, que vous connaissez peut-être, dont il remporte le concours en 1999, s'émancipe d'aéroport de Paris, il sort de l'entreprise, ouvre sa propre agence et développe une carrière, une production internationale, donc principalement en Asie. Donc effectivement, cette exposition s'appuie sur une double donation, tout à fait exceptionnelle. D'une part, les 69 carnets de dessin de Paul Andreu ont été donnés à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui couvre la période de 1969 à 2018, date de sa mort. Donc une œuvre extraordinaire, 69 carnets qui sont un vrai récit de création. Depuis, grosso modo, 1969, ça correspond à la période où il conçoit l'aménagement intérieur de Roissy 1, de l'aérogare 1, jusqu'à ses ultimes projets. C'était ces carnets un support de création tout à fait privilégié. Il était dans un processus de création solitaire, un peu secret. C'est vraiment la genèse de tous ces projets et réalisations architecturales majeures qui se racontent à travers les pages de ces carnets. Il y a presque un côté rituel, ils sont tous du même modèle, tous de la même marque, la marque Dauphin, et il raconte de façon exhaustive sa carrière, sa production et son processus de création. Donc un processus de création qui était un peu à l'origine de l'exposition, et cette donation de carnet a été complétée par une double donation d'archives
D'une part, la donation des archives de l'agence PAAP, Pôle Emploi Architecture Paris, qui était restée à l'agence à Bastille, et aussi une autre partie d'archives qui avait été auparavant données à l'IMEC et qui ont été rétrocédées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc on a là un fonds patrimonial tout à fait exceptionnel sur l'œuvre de Paul Androu. Avec, pour moi, la volonté de partir de deux concepts importants au début pour structurer cette exposition. D'une part, le fait que Androu, tout aussi ingénieur soit-il, même s'il est polytechnicien pour les chaussées, a ce discours tout à fait exceptionnel de revendiquer que l'architecture est un art. Même si, bien sûr, il s'intéresse à toutes les données fonctionnelles du projet, c'est un préalable indispensable, toutes les données techniques, la gestion des flux, évidemment la conception des aéroports, les concepts fonctionnels. Il est très novateur sur ce point, mais néanmoins, toutes ces données techniques doivent être soumises à l'acte créateur de l'architecte. L'architecture est d'abord création et d'abord poésie. Et c'est vraiment un processus de création qu'on a voulu mettre en avant. Androu dira souvent l'architecture est causa mentale, et dans ses écrits, il cite les grands artistes de la Renaissance, justement parce que cette lecture fonctionnaliste n'est pas suffisante. Un aéroport n'est pas qu'une juxtaposition de fonctions, c'est aussi un acte de création et une transcription architecturale d'une symbolique. Je vais en parler juste après. Ce qui m'a frappé, c'est que ces carnets de croquis sont vraiment l'expression de cette conception de l'architecture est un art. Nous, en architecture, notamment dans les musées d'architecture, on a plutôt tendance à présenter les carnets de croquis comme un support documentaire. On va le présenter avec une maquette, quelques dessins, un film, des imprimés qui vont venir documenter les différentes étapes du processus de création. Pour la première fois, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je me suis dit que ces carnets racontaient un seul et même récit de création, un seul et même récit graphique. Ils sont la colonne vertébrale de son œuvre. C'est les pages de ces carnets qui tendaient à ses collaborateurs pour qu'ils puissent, au sein de l'agence, ensuite développer le projet architectural. Donc l'idée, c'est que ces carnets vont être les 69, la colonne vertébrale de l'exposition, autant qu'ils le sont de son œuvre, et ils seront présentés sur une seule et même ligne. Voilà. Et le deuxième, je vous donne quelques aperçus. Vous parliez tout à l'heure il est vrai que Paul Androu était assez bon connaisseur des avions et qu'il comparait souvent les avions à des oiseaux et qu'il a dit qu'il a conçu des aéroports comme des arbres sur lesquels les oiseaux viennent se poser. Et il a eu dans la période post-crise pétrolière toute une activité internationale qui est un peu moins connue. Il a construit un aéroport à Abu Dhabi, à Jakarta, à Dar es Salaam. C'est une époque d'expansion extraordinaire de l'aéroport de Paris. Et donc il a eu toute cette phase des années 70-1980, une passion pour les structures à poteaux champignons. Donc on a des grands halls d'aéroports conçus comme des forêts architectoniques assez poétiques. J'ai mis quelques extraits aussi du projet d'aéroport de Kansai sur lequel je reviendrai. Et puis voilà, quelques idées. Et puis le deuxième concept qui était à l'origine de l'exposition et qui vraiment me semble aussi argumenté sur cette question du désir de l'aérien, de cette culture de l'aérien qui habite aussi Paul Androu. Paul Androu aurait pu, comme beaucoup d'architectes à l'époque, dans les années 60, se contenter d'une lecture tout à fait technique et fonctionnaliste du programme de l'aéroport. C'est quelqu'un qui a voulu dépasser cette lecture très rationaliste pour aller vers des données beaucoup plus symboliques et psychologiques. Aéroport de Paris, à partir de 1965, lance une étude psychosociologique sur le voyageur aérien. Quelles sont les conditions psychologiques, psychosociologiques de l'envol? Il y a toute une équipe de psychologues et de sociologues qui vont réfléchir sur ces données-là et qui vont conclure, notamment à partir de l'exemple d'Orly, que le voyageur aérien est soumis à un double sentiment. À la fois, évidemment, un rêve, c'est le mythe d'Icare, c'est le fait de s'envoler, de quitter le sol et de se soustraire à cette gravité à laquelle l'homme est soumis, et en même temps, une transgression, et en même temps, un sentiment d'inquiétude. C'est bien la chute d'Icare qui tombe dans l'océan. Et Andreu, tout comme son équipe de maîtrise d'œuvre, va être très marquée par cet exemple et par cette symbolique évidemment de l'envol et de la chute. Et c'est une donnée qu'on a intégrée dans l'exposition parce que la plupart des architectures d'Andreu sont conçues sur ce principe de l'envol, de la traversée, du passage et du seuil. Roissinin, mais ce n'est pas que Roissinin, est conçu comme une succession de séquences spatiales qui vont de la Terre au ciel. Des espaces sombres, resserrés, souterrains, telluriques,
qui mène à un grand volume, dilaté, éclairé, inondé de lumière, circulaire. Il y a toute cette dimension allégorique dans l'architecture d'André. Et vous avez ici une image du vide central de Roissien, qui est vraiment l'incarnation, un moment fondateur dans sa carrière, qui est le symbole même de cet envol. Donc cette idée de soulèvement, de mise en scène, de parcours dans l'architecture, ne peut se comprendre que dans ce rapport à la Terre, dans ce rapport entre la Terre et le ciel, entre l'ombre et la lumière, et parfois on verra dans d'autres architectures, de l'Orient à l'Occident. C'est un principe spatial qu'il va reprendre, pas seulement dans ses aéroports, mais aussi dans ses édifices culturels. L'Opéra de Pékin, de la même manière, est un passage du monde ordinaire au monde, on va dire, extraordinaire de l'art et de la création et de la poésie. C'est la même logique avec, là aussi, un passage souterrain, sous l'eau, évidemment une symbolique très forte des éléments, pour arriver ensuite, par une ascension, par des escaliers, au monde du spectacle, au monde extraordinaire. Il cite d'ailleurs souvent Lewis Carroll et la métaphore du passage dans le terrier vers un autre monde. Voilà, donc je vous donne un exemple, par exemple, de ces trois espaces souterrains, très sombres, dimensionnés, très resserrés sur le corps humain. André était aussi très attention à la définition anthropométrique des volumes architecturaux, donc respectivement Roissien, l'Opéra de Pékin et le Musée maritime d'Osaka, qui débouchent sur, en revanche, alors là pardon, c'est vide central, c'est pas le satellite, mais bref, qui alternent avec des volumes au contraire inondés de lumière, circulaires, extrêmement dilatés. L'exposition sera aussi servie, outre les carnets de croquis, par une série de maquettes exceptionnelles qui ont été conçues en 1991 pour une série d'expositions itinérantes en Asie, notamment au Japon, à Hong Kong, en Corée et en Chine, et qui, par ce dispositif un peu extraordinaire des maquettes sphères, vous voyez ici qu'elles reprennent, qu'elles sont inscrites dans des arceaux métalliques pour exprimer leur dimension un peu cosmogonique, comme les sphères armilières. Donc ces maquettes-là ont été retrouvées, elles étaient dispersées dans plusieurs collections, et 6 d'entre elles sont présentées dans l'exposition et suspendues. Voilà. Je ne vais pas avoir le temps de présenter toutes les sections d'exposition. Je voudrais juste expliciter quelques points grâce auxquels le travail dans les archives a permis de faire d'étonnantes découvertes. On a aussi accompagné ce travail de préparation de l'exposition par une exploration intensive des archives, et pas seulement celle de Paul Andreu. Vraiment, on est allé dans les archives d'aéroport de Paris pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Un peu à la manière de Paul Andreu sur Roissien, ils avaient aussi un groupe du jeudi. On a passé tous nos jeudis dans les archives d'aéroport de Paris, et on a fait des découvertes assez extraordinaires qui se rappellent en fait que le projet d'aéroport circulaire a été lancé par Henri Vicario et non par Paul Andreu. Le projet en fait s'origine dans l'équipe de Vicario qui, après Orly, va se lancer dans ce qu'on appelle encore Paris-Nord et non Roissy-Charles de Gaulle. Et donc ce second aéroport après Orly, troisième si on peut le Bourget bien sûr, mais va donner lieu à une réflexion au sein de l'équipe de Vicario sur ce qu'ils appellent la route bicyclette. Il va y avoir 7 variantes, 7 projets qui vont être conçus au sein de l'équipe de Vicario. Et c'est, en fait, Vicario ne croit pas à cette idée d'un aérogare centralisé à satellite. Andreu y croit et il va s'emparer de l'idée. Et donc ça a été aussi pour nous l'occasion de coupler la recherche en archives et la collecte de témoignages, comme vous, monsieur, auprès des anciens collaborateurs d'Andreu, justement pour pouvoir compléter des informations sur les projets et mieux comprendre le processus de création. Tout simplement parce que la bibliographie sur Paul Andreu était quand même largement, comme beaucoup de la bibliographie sur l'architecture moderne, participer d'une certaine héroïsation de Paul Andreu qui était souvent présentée d'une manière un petit peu solitaire, même s'il cite ses collaborateurs, mais sans qu'on sache vraiment quelle était l'articulation et quels étaient leurs statuts, qualités respectives. Donc il y a eu un vrai travail de mise en valeur, sans rien renier évidemment du talent créatif d'Andreu, mais de mise en valeur de tous ses collaborateurs. Je rappelle qu'Aéroport de Paris, pendant les années les plus fastes, le département d'architecture et d'ingénierie comptait plus de 300 collaborateurs, donc ça en fait une des plus grandes agences d'architecture à l'époque, même si c'était cumulé agences d'architecture et d'ingénierie. Donc on a collecté auprès de 20 collaborateurs des témoignages oraux et ensuite une recherche aussi de CV et de données factuelles auprès des autres.
Enfin, une autre donnée importante pour l'exposition qui nous a beaucoup intéressés, à partir de 1969, Paul Andreu s'intéresse à la partie aménagement intérieur de Roissien. Le chantier de construction a déjà commencé dans vos œuvres, mais il reprend ces données de l'étude psychosociologique et il s'entoure d'un groupe interdisciplinaire, le fameux groupe du jeudi, et il va s'entourer d'un sociologue, Bernard Patarin, d'un designer, Joseph André Motte, d'un coloriste conseil. Il y en avait beaucoup à l'époque, on a un peu oublié, il y avait une profession de coloriste conseil, Filassier, et puis d'un sculpteur, Voiti, et il y avait aussi un ancien directeur des Maisons de la Culture, Olivier Catien. Et ensemble, avec aussi quelques-uns de sa garde rapprochée, architectes et ingénieurs, vont essayer de concevoir l'aménagement intérieur qui va répondre de la meilleure manière aux besoins du voyageur. Quelles sont les couleurs, quelle est la typographie, c'est le fameux alphabet Roissy, à l'origine du Frutiger, qui vont le mieux rassurer les visiteurs, créer l'environnement le plus rassurant, le plus visible, le plus perceptible et le guider à travers Roissy. Donc par exemple, il y a cette gamme de couleurs qu'on a oubliées parce qu'aujourd'hui Roissien les a perdues, mais qui étaient extrêmement vives. Donc comptait, on l'a oublié, le orange pour les zones de repos, donc tous les sièges de repos autour du vide central étaient dans cet orange vif, le vert pour les services et les équipements, le jaune, ça on l'a encore pour la signalisation, sur les lettres particulières, et puis toute une gamme de gris pour accompagner les bétons. Malheureusement, les sièges ont disparu, les sièges d'origine, mais on en a retrouvé une seule, une variante chez un galeriste, qui n'est pas un siège d'origine, puisque comme vous le savez peut-être, les sièges d'origine étaient circulaires, en forme d'oméga, mais c'est une variante d'après les sièges d'origine, dessinée par Motte et réalisée par la même maison, MPS, pour en faire une édition commerciale. Donc c'est aussi un des grands apports de l'exposition que d'avoir retrouvé beaucoup d'archives inédites. On a eu accès aux archives de Joseph André Motte, on a eu accès à un fonds Filassier qui n'avait pas été consulté, qui est conservé aux Arts Déco, qui n'avait pas été présenté jusque-là. On a eu accès aussi à l'ancien fonds de l'ancien collaborateur de Filassier. On a trouvé beaucoup d'archives privées aussi qui vont compléter l'exposition et lui apporter une autre touche, autre que l'architecture aussi, vers le design. Voilà, et puis quelques idées des différentes parties de l'exposition. L'exposition est organisée de manière thématique et non chronologique, avec 8 sections qui explorent les différentes notions importantes pour Andreu. Vous savez qu'après Roissien, en fait, Paul Andreu rompt avec le modèle de plan circulaire et d'aérogare centralisé à satellite pour opter pour un principe beaucoup moins fermé, mais un principe de planification ouverte qui permette de répondre aux besoins de croissance rapide des aéroports, qui est une partie sur cette thématique-là, une partie sur la question des mythes fondamentaux de l'architecture, les mythes de la grotte, de la caverne, qui l'inspire pour Habitaville, les mythes du jardin, qui va l'inspirer par exemple pour Jakarta à gauche, ou encore celui de la forêt, que vous évoquiez tout à l'heure. La question de la lumière, qui est très importante chez Andreu, qui va prendre une importance croissante à partir de la fin des années 80. Andreu collabore avec un ingénieur de génie, Peter Rice, qui est un des ingénieurs qui a travaillé sur le centre Pompidou. Et avec lui, il va travailler sur la conception de verrières et la diffusion de lumière, le travail sur la lumière comme une matière et non plus seulement comme un complément de l'architecture, une composante nécessaire de l'architecture. Un des gros travaux aussi, un des gros apports de l'exposition, c'était sur la question du Japon. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de l'architecture ou connaisseurs associent Paul Andreu à la Chine, à l'Opéra de Pékin, ce qui est absolument vrai. Mais avant même la Chine, quelques années avant, Paul Andreu s'est distingué aussi par une reconnaissance précoce au Japon lorsqu'il gagne, avec l'équipe d'aéroport de Paris, le concours pour le concept fonctionnel de l'aéroport du Kansai. Le Kansai a ensuite été réalisé par Renzo Piano, mais le premier concept fonctionnel, qui était de loin le plus délicat parce qu'on est sur une île artificielle au large d'Osaka, et qu'il y a cette contrainte d'un territoire extrêmement resserré et sur lequel il faut construire la seconde porte internationale du Japon. Cet aéroport donnera lieu à une consultation auprès d'Andreu qui d'abord sollicitait à titre d'expert et qui va finalement remporter la commande du concept fonctionnel. Les Japonais, aujourd'hui on a oublié la dimension politique de cette commande qui est extrêmement importante parce que le Japon est très protectionniste à l'époque. Il est de plus, même s'il est un tout petit peu ouvert,
plutôt favorable au marché américain, à la concurrence américaine du fait de l'histoire japonaise. Et donc, lorsque Andreu remporte ce concept fonctionnel, ça donne lieu à une publication d'articles dans le New York Times, dans toute la presse internationale, et à une lettre de félicitations de Jacques Chirac, Premier ministre, à l'équipe d'Andreu. Donc c'est vraiment une résonance diplomatique absolument extraordinaire qu'on a oubliée. Grosse déception parce que le Kansai ensuite sera réalisé par Enzo Piano à partir de ce concept fonctionnel. Certains des collaborateurs d'Andreu disent que le lot de consolation sera ce projet musée maritime d'Osaka, qui est tout à fait un des projets certainement les plus abstraits, les plus poétiques de Paul Andreu, donc à l'entrée du port d'Osaka, un projet inspiré de son projet de symbole pour le monument France-Japon, qu'il avait réalisé en 1987, qui n'était pas réalisé. Il a repris ce projet et il l'a réalisé là pour un musée maritime, abrité une réplique d'un bateau de l'époque Edo, qui est donc positionné au centre avec cette sphère parfaite en verre, une coupole métallique avec un verre particulier, un verre qu'on appelle le lamimétal, qui est à la fois transparent à l'intérieur, où l'intérieur et l'extérieur fusionnent complètement. On a une vue panoramique sur le port, l'architecture et son environnement fusionnent complètement. Et de l'extérieur, il y a cette semi-opacité, cette gradation lumineuse, puisque le verre est constitué d'une feuille de métal insérée entre deux plaques de verre avec différents degrés de perforation. Voilà, et puis pour finir, l'exposition se termine sur une partie sur la Chine, évidemment, et l'Opéra de Pékin, dont il remporte le concours en 1999, voilà, et qui est un chantier absolument exceptionnel, puisque c'est le premier grand chantier d'État qui est confié à un architecte étranger à l'époque, même si quelques architectes français arrivaient déjà à construire en Chine, c'était déjà imposé. Andreu est le premier à remporter un chantier étatique qui donnerait lieu à ce chef-d'œuvre. Voilà, je termine, je conclue parce que je pense que j'ai déjà été trop longue. Juste pour vous dire que l'exposition se tient sur une galerie de 425 mètres carrés, elle comptera à peu près 280 œuvres. Elle sera accompagnée d'un catalogue d'exposition qui porte toute l'ambition scientifique du projet. Et j'espère pouvoir vous y accueillir. Merci à la Cité d'architecture du patrimoine. C'est où? Trocadéro. Au Trocadéro, au Palais de Chaillot. Il y a le musée de la Marine à droite. C'est métro Trocadéro, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de vernissage? 13 février vernissage, donc ouverture publique 14 février et elle se termine le 3 juin. 14 février, Saint-Valentin. C'est facile à rendre. Et on aura toute une série aussi d'événements, de conférences, puisque, comme tu l'as rappelé, Paul, le 8 mars 1974, c'était l'inauguration de Bastien par Mesmer. Merci beaucoup Stéphanie pour cette très belle présentation qui nous a fait voyager et puis surtout, je pense, pour beaucoup d'entre nous, découvrir l'œuvre d'un architecte finalement un peu méconnu malgré ses énormes travaux. Enfin, méconnu, je parle du grand public. Mais deux remarques par rapport à ce que tu nous as dit. La première, c'est la question des maquettes. On voit toute l'importance de la maquette pour montrer l'architecture dans un musée. Et je ne peux qu'inviter les associations, les différents services de la DGAC à garder précieusement les maquettes parce qu'elles sont, surtout en plus dans le cas de bâtiments qui potentiellement peuvent être détruits, mais des témoignages très importants d'architecture et puis surtout préhensibles, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans une pièce, tourner autour, voilà, donc ces maquettes bulles, moi j'ai hâte d'aller les découvrir. Et la deuxième remarque, c'est parce qu'il y a Jean-Emmanuel dans la salle, c'était juste pour signaler la collaboration extrêmement importante de Paul Andreu et de Joseph-André Motte. Alors c'est vraiment deux compères, hein. Ils se sont rencontrés à Orly, enfin sur le chantier d'Orly, et après ces DG1, ils ont travaillé pour la RATP. Voilà. Donc c'est aussi un patrimoine pas forcément mis en valeur et un peu méconnu, mais finalement l'œuvre d'André Motte, pour les Parisiens d'entre nous, on la croise tous les jours. Et mais de moins en moins, oui, mais bon,
heureusement que ton exposition rappellera l'importance du travail du maître. Oui, et la dernière chose que je voulais dire, j'ai noté plein d'idées, mais j'en ai oublié la moitié, ça arrive souvent. C'était la... Pardon ? C'était la question aussi de l'œuvre de mode. Donc vous avez vu l'aéroport de Dar es Salaam. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Dar es Salaam souvent, on peut toujours aller à la gare de CDG1, la gare de RER. Et l'architecte, donc c'est Paul Andreu, et il a repris exactement ce même principe de parasol. Voilà. C'est le dernier point que je voulais vous signaler. Alors, Yvan a une question. Bon, c'est pas une question, c'est juste pour dire qu'effectivement, Paul Andreu, on ne le connaissait pas. Moi qui suis pilote de ligne, qui utilise tous les jours l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pas le terminal 1, puisque nous c'est le terminal 2G, mais le terminal 1 qu'on appelle au passage le Camembert, nous. Donc c'est une découverte, effectivement, donc ça doit être une exposition qui doit être très intéressante, qui souligne l'architecture. Alors j'ai vu sur vos plans que initialement tous les aérogares étaient en forme de camembert et que finalement il a changé son fusil d'épaule par la suite pour coller un petit peu plus aux réalités, hein, c'est ça? Oui, exactement. Le premier plan, c'était de réaliser au début 6 puis 5 camemberts en prévision de la croissance de l'aéroport. Mais la forme circulaire est très contraignante, évidemment. Hein. C'est une forme fermée, c'est une forme parfaite qui supporte mal les adaptations et les évolutions. C'est pour ça qu'à partir de Roissy 2, dès 1969 en fait, alors qu'il a déjà commencé le chantier, il change de principe architectural, de principe d'extension, de planification de l'aéroport. Donc très vite, il se rend compte que la forme de Roissien, si parfaite soit-elle, parce que Roissien est quand même un chef-d'œuvre, n'est pas compatible avec la croissance rapide du programme. Et d'ailleurs, pardon, allez-y, pardon. D'ailleurs, il y a eu des travaux assez récemment autour du terminal 1 pour moderniser en fait les points de parking pour les gros avions, notamment les Airbus A380 d'Emirates ou les autres compagnies aériennes. Air France qui a utilisé aussi cet aérogare au départ. Hein. Aujourd'hui, ils sont au 2F et au 2E. Mais je souligne simplement que c'est les 90 ans de la compagnie aérienne Air France cette année. Il y avait une très belle exposition au siège, aussi aux Galeries Lafayette. Donc voilà, c'est intéressant aussi de souligner cette grande page d'histoire de notre aviation. Je voudrais rajouter, Paul Andreu, effectivement, mais c'est un défaut de notre communauté des aviateurs, on se préoccupe peu de l'immobilier. Paul Andreu, quand on a organisé le centenaire de l'Aéroclub de France en 1998, on avait créé une médaille du centenaire. C'était une commission où il y avait Michel Bignet, pour les gens qui connaissent l'espace, c'était un très très grand nom, et il y avait Joseph Blond qui a été président de l'Aéroclub de France et moi, et dans la liste on avait mis Paul Andreu parce que c'est important de comprendre l'importance du patrimoine immobilier pour la pérennité du patrimoine aéronautique et spatial tout court. Ouais, il y a une question, Denis. Oui, juste une petite remarque. En ce qui concerne l'aérogare 1, Camembert, le reproche qui a été fait à Paul Andreu, c'est que les surfaces qui permettaient de voir l'extérieur étaient réservées aux voitures. C'est vrai que fonctionnellement, l'aérogare 1 est étonnant puisque les parkings sont en haut et que le disque est complètement opaque. Il y a aussi quand même le contexte de création. J'ai rappelé tout à l'heure que le projet avait été né un petit peu dans le giron de Vicario, l'idée du disque. Et je pense que derrière, il y avait aussi une opposition fondamentale entre l'architecture de Vicario et celle de Paul Andreu. Puisque Vicario est un bâtiment complètement linéaire, transparent, qui se passe sur le rideau, qui est aussi un monument, quand même. Paul, tu me corriges si je dis des bêtises. Et Paul Andreu, lui, a voulu faire tout le contraire, c'est-à-dire a fait un camembert complètement opaque de l'extérieur, et où le seul endroit où on voit le ciel, c'est le vide central. C'est-à-dire au moment où on va prendre son avion, on voit le ciel, et c'est la préparation psychologique au voyage.
Et donc c'est vrai que du coup, toutes les façades extérieures sont classifiées, il n'y a pas de façade en fait. C'est un mouvement, c'est un disque en mouvement. C'est vrai. Juste pour compléter ce que tu dis, Stéphanie, il y a aussi dans l'opposition Vicario-Andreu une différence de matière. Hein. Vicario, c'est l'acier, le verre, et Andreu, c'est le béton. Fondamentalement, je pense que ce qui sépare ces deux grands créateurs, c'est ces deux matières. C'est-à-dire que Vicario, c'est vraiment un apôtre de l'acier, de la transparence du verre, alors que à l'inverse, Paul Andreu, c'est vraiment le béton et qu'il l'utilise quasiment comme un sculpteur. Et à ce titre-là, je vous invite vraiment à lire parce que Paul Andreu a écrit quelques livres, et notamment un qu'il a intitulé « J'ai beaucoup fait d'aérogare », où il explique justement tout ça, et notamment toute la question de la lumière, de la vibration de la lumière sur la matière. Enfin, on sent qu'il était très sensible à ces questions-là. Pour compléter, vous pouvez avoir un peu échangé avec Paul Andreu, parce que c'est moi qui avais eu l'honneur de lui remettre cette médaille du centenaire. L'essor du transport aérien va changer la donne. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment, dans un univers où on pense que la progression va être arithmétique, le camembert et la multiplication des camemberts est jouable. À partir du moment où la croissance du transport aérien devient un phénomène de masse, c'est-à-dire que normalement dans le camembert, on arrivait, on déposait sa voiture, on faisait l'enregistrement, on achetait éventuellement un cadeau, et après on était dans un espace d'attente qui donnait sur les pistes, et on y arrivait par ces souterrains qui sont très impressionnants. Architecturalement, c'est assez magnifique. Et tu te posais, tu étais déjà dans le voyage. C'est-à-dire le camembert, c'est le pays de départ, et le satellite est déjà dans le pays d'arrivée, avec cette noria des avions. Mais le succès du transport aérien va faire qu'il va y avoir un engorgement, qu'on va passer des heures à attendre dans un espace où il n'y a pas de vue, et du coup ça va devenir frustrant. C'est pour ça que, puisque le 69 c'est la bascule, lui intègre ça et change déjà Roissy 2, on est dans ces transparences. Alors que le concept, mais il ne va pas rester figé sur quelque chose qui était un chef-d'œuvre architectural, mais qui ne fonctionnait pas bien par rapport à cette évolution. Et lui, tout de suite, va se remettre en cause et va faire parce que les satellites, c'était quelque chose qui a fasciné, mais qui est devenu très très rapidement obsolète. Personne n'avait, et Aéroport de Paris, le premier, n'avait pas imaginé le boom du transport aérien. Roissy 1 était à l'origine pour 8 millions de voyageurs. Donc très vite, effectivement, la formule était obsolète. Et c'est vrai que l'objectif par rapport aux deux, était vraiment pour le terminal 2 de raccourcir le trajet entre la voiture et l'avion. C'est-à-dire que effectivement le 1, il y a toute une traversée initiatique, il y a un vrai parcours, alors que le 2, on descend sa voiture et déjà on a une vue sur les pistes. Et le choc, c'était les passerelles à l'intérieur. Donc la construction, effectivement, parce que spirituelle du voyage est très différente entre les deux. Oui, c'est sûr. Après, je pense que les moyens architecturaux n'étaient pas les mêmes, les moyens financiers, pardon, n'étaient pas les mêmes, puisque très vite, on a le choc pétrolier, et il ne réalise d'abord que le module AB, le module C et D va être retardé. Donc, je pense que le 2, un principe de réalité intervient. Enfin, il faut quand même se rappeler que Roissy 1 est un peu une exception. Ça paraît complètement extraordinaire aujourd'hui, hein, ils n'étaient pas soumis à la règle du permis de construire, etc. Il a 29 ans quand il réalise cet aéroport, qui est... Enfin, aujourd'hui, ça paraît totalement improbable qu'un jeune architecte qui n'a rien construit, qui en plus, au moment où il entre à l'aéroport de Paris en 1963, est sur un double cursus, il est encore à l'école des Beaux-Arts, en train de passer son diplôme, se voit confier le chantier d'un des plus grands aéroports du monde à 29 ans, et sans expérience, sans avoir jamais rien construit avant.
c'est complètement... Donc je pense que le 1 a été une espèce d'utopie qui s'est réalisée dans des conditions, pas pour différentes raisons conjoncturelles, liées aussi au fait que c'était la fin des Caraïbes aussi. Et puis que Aéroport de Paris était une entreprise extrêmement dynamique, qui avait une croissance formidable. Et que le 2, post-crise pétrolière, un principe de la réalité, tout d'un coup, intervient, je pense. Non, mais c'était juste une remarque, mais tu l'as anticipé, Paul, pour dire que Paul André, effectivement, avait écrit quelques ouvrages, dont un qui s'appelle « J'ai construit de beaux aéroports », je crois, ou de beaux aérogares. Alors, Gérard est trop modeste pour le dire, mais il a écrit une histoire de l'ADP, voilà, qui est un très bel ouvrage. Je vous invite à lire. Je ne sais pas si on peut encore le trouver sur ce site qui porte le nom d'une forêt à la brésilienne. Mais voilà. Yvan ? Ça fonctionne. Oui, je voudrais aussi souligner le côté aussi du cinéma qui s'est beaucoup servi aussi du Terminal 1, puisque dans beaucoup de films, dans les années 70 et dans les années 80, bien, on voit des scènes qui sont tournées à l'intérieur du Terminal 1, parce que c'est très particulier, hein, ces escaliers roulants, etc. J'ai pas de titre en tête, mais je me souviens très bien de plein de films. Et donc, est-ce que dans votre exposition, c'est souligné cet aspect du cinéma ou pas? Excusez-moi, je vais être très pragmatique, mais en fait, les extraits de films sont très très coûteux à produire, donc ça aurait été avec plaisir, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé dès le départ, parce que tout extrait de film, pour diffuser 30 secondes, ça atteint des sommes assez exceptionnelles pour obtenir les droits de diffusion. En revanche, ce qu'on a fait, et on est très content du résultat, c'est la première fois que je fais ça dans une exposition. L'introduction est constituée de 20 dates, qui sont 20 dates clés de la chronologie d'Andreu, où on a souhaité mettre en rapport l'histoire personnelle d'Andreu et la grande histoire, l'histoire nationale ou l'histoire internationale. Et donc l'introduction, il y a très peu de texte, mais c'est 3 grandes projections qui vont raconter en 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, toute la biographie d'Andreu. Il faut savoir que quand même, tous les régimes successifs, il connaît tous les présidents successifs, ou presque, c'est Messmer qui inaugure Roissy 1, c'est Mitterrand qui inaugure le terminal 2, module AB en 1982. Rappelons aussi que Paul Andreu a été l'architecte d'exécution de la Grande Arche de la Défense, que ensuite, il a aussi croisé le chemin de Valéry Giscard d'Estaing via l'expérience des métros et de la conception des stations de métro RER, et qu'ensuite, que Raffarin visite le chantier de Pékin. Donc c'est quand même quelqu'un qui, par sa position, est lié au pouvoir et est lié à l'histoire nationale, d'où sa stature de grand architecte. Aéroport de Paris avait un service spécifique qui traitait les contrats avec les producteurs pour des films. Oui. Alors en revanche, on aura des films d'archives d'Aéroport de Paris, donc qui seront diffusés en introduction, et puis il y en aura 2 qui sont particulièrement exceptionnels, notamment Un aéroport pour l'homme, qui seront diffusés dans l'exposition. Mais ce ne sont pas des œuvres de fiction. Enfin, je pense que vous citiez plutôt des œuvres de fiction. Là, ce sont des documentaires sur les aéroports. En revanche, ce qu'on a fait, ce qui était plus accessible, et là j'espère que ce sera une autre expérience pour vous dans l'exposition, on s'est associé avec Sororium pour faire un parcours bis de l'exposition en musique, parce que effectivement les aéroports sont aussi des lieux d'imaginaire puissant, et beaucoup de groupes de musique, parmi les plus connus YouTube par exemple, mais d'autres aussi, ont tourné des clips où on choisit des espaces de l'aéroport pour leurs pochettes d'albums. Donc il y a une playlist qui va être d'une demi-heure, qui va être constituée sur le thème de l'envol, de la traversée, etc., qui sera disponible par smartphone, par flashcode, et vous pourrez le faire ou refaire l'exposition avec la musique. Voilà.